Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le premier adjoint au maire de la ville de Schœlcher, M. Franck Sainte-Rose-Rosemont. Monsieur Franck Sainte-Rose-Rosemont, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Laouché. Écoutez, je vais très bien. Bonsoir à vos téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. J'ai dit que vous êtes le premier adjoint au maire de Schœlcher. Vous n'êtes pas que cela. Non, je suis par la force des choses. Quand vous devenez élu municipal, vous devenez aussi élu de la communauté d'agglomération. Je suis donc aussi, depuis quelques jours, 7e vice-président de la CACEM, communauté d'agglomération du Centre, et président de la commission attractivité, développement économique de la communauté d'agglomération. Ce sont aussi les fonctions que j'exerce à la ville de Schœlcher, où je suis adjoint en charge du développement économique et de l'innovation. Voilà. Développement économique et innovation. Rappelez-nous un petit peu qui vous êtes. Eh bien, écoutez, j'ai 57 ans depuis peu. Je suis... Quel signe du zodiaque? Je suis taureau, puisque je suis du 4 mai. Je suis un entrepreneur, je suis agent immobilier et je suis élu depuis 2020, puisque je suis conseiller municipal d'abord dans l'opposition à la mairie de Schœlcher depuis 2020, de 2020 à 2026, et puis depuis les élections de mars 2026, nous avons remporté ces élections. Je suis devenu premier adjoint au maire de Schœlcher, qui est Daniel Chaumet. Voilà. D'accord. La ville de Schœlcher, c'est quoi? La ville de Schœlcher, c'est près de 20 000 habitants, c'est 19 500 habitants. C'est une ville qui est extrêmement bien située à la porte de l'agglomération centre, mais à la porte aussi du territoire nord, parce que nous sommes l'une des portes d'entrée du Nord Caraïbe. C'est une ville très résidentielle, avec un niveau de vie plutôt intéressant, un peu plus élevé que sur l'ensemble, que la moyenne de la Martinique. Mais c'est aussi une ville avec ses atouts, mais avec ses défis aussi, avec ses difficultés aussi, avec de la pauvreté, des poches de pauvreté, mais beaucoup de potentiel, beaucoup d'ouverture. Nous avons un arrière-pays qui est très riche. Je rencontrais d'ailleurs ce matin des agriculteurs. Mais on a aussi une façade maritime qui nous offre de belles perspectives et puis tout un tissu urbain que nous devons aménager, rafraîchir, améliorer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a chez vous une certaine amertume aujourd'hui? Vous parlez par rapport à l'élection? Oui. Alors, elle a existé, hein, cette amertume. C'est bien normal. Vous menez bataille. Moi, je mène bataille depuis 2020, puisque j'ai été candidat en 2020 avec mon groupe citoyen Schœlcherois. J'ai été de nouveau candidat en 2026 avec une progression très très forte, puisque nous avons multiplié par 2,7 en termes de pourcentage notre force, notre poids électoral sur Schœlcher, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Et quand nous nous sommes retrouvés dans ce choix à effectuer au terme du premier tour, puisque nous avons obtenu près de 1700 voix. M. Chaumet, lui, en a obtenu 2000. Et M. Marmot, 2600. M. Marmot qui représentait l'ancienne majorité. Nous avons fait le choix du changement à Schœlcher. Voilà. Et j'ai donc échangé avec Daniel Chaumet. Nous sommes tombés d'accord sur une répartition équilibrée des responsabilités et du nombre de conseillers au sein de ce nouveau conseil municipal. Et nous avons composé une nouvelle majorité qui a remporté cette élection. Alors oui, au terme du premier tour, oui, j'étais un peu amer de n'avoir pas été davantage reconnu et porté par les Schœlcherois, mais à bien y regarder, c'est quand même une progression assez exceptionnelle pour cette commune de Schœlcher.
qui est quand même une commune électoralement assez conservatrice. Voilà. Et vous avez une prime à l'ancienneté à Shellshare qui est quand même assez importante. Donc nous sommes assez fiers avec les Bleus, avec mon équipe bleue, avec les citoyens shellsharois, de la performance que nous avons réalisée en peu de temps. Nous n'avons pas gagné, mais cette alliance avec Daniel Chaumet nous permet d'accéder à des responsabilités importantes et d'imprimer notre marque dans la vie de Shellshare. C'est quand même ce que nous voulions. Moi, pas mais j'ai les moyens d'impulser un certain nombre de politiques sur mon territoire. Je crois que c'est ça qui est important pour les Shellsharoises et pour les Shellsharois, c'est que les choses soient faites. Que ce soit Chaumet, que ce soit moi, que ce soit nous ensemble, c'est que les choses soient faites. Et c'était quand même aussi qu'on propose à Shellshare un changement. Si vous voulez, je n'ai rien contre M. Clémenté, ni contre M. Marmot, mais enfin, 18 ans d'exercice du pouvoir par une même équipe, il me paraissait nécessaire qu'il y ait une alternance à Shellshare. C'est démocratique, c'est sain. Personnellement, je portais publiquement l'idée que 12 ans de mandat pour un maire, c'est suffisant. 2 mandats de 6 ans, c'est suffisant. Voilà. Et, il faut permettre le renouvellement démocratique, il faut permettre la formation des jeunes générations. Et ce n'est pas en restant 18 ans ni 36 ans, comme d'autres maires ont pu le faire, qu'on permet ce renouvellement démocratique-là. Voilà. Donc moi, je suis favorable à des mandats qui soient plus courts. Je suis favorable à des mandats uniques aussi, à ne pas se disperser dans plusieurs fonctions. Si j'avais été maire de Shellshare, je n'aurais pas été conseiller territorial à la CTM, je n'aurais pas recherché d'autres responsabilités politiques pour pouvoir me consacrer à mes missions sur mon territoire. Donc l'amertume, oui, un temps, mais aujourd'hui je suis heureux d'être aux responsabilités à Shellshare, et puis c'est à nous de faire nos preuves. Et puis pourquoi pas d'envisager d'autres perspectives politiques pour travailler. On a l'impression, vu de l'extérieur, que vous avez mené campagne pendant 6 ans. On a l'impression que vous étiez toujours sur le terrain, toujours avec les gens. C'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Alors, je ne dirais pas faire campagne, mais précisément, je crois que pendant 6 ans, de 2020 à 2026, j'ai fait mon job d'élu. C'est ça. Moi, je préfère dire ça que de dire que j'ai fait campagne pendant 6 ans. J'ai fait mon job d'élu. C'est ça qu'on attend des élus. Moi, j'ai été élu et je représentais, de 2020 à 2026, 800 personnes qui avaient voté pour moi, pour ma liste. Et donc, il fallait que je les représente dignement. Moi, je demande aux gens de venir siéger pour les représenter dans des institutions. On ne devient pas élu pour devenir élu, pour s'asseoir dans des beaux fauteuils. On devient élu pour représenter les siens, sa population. Et voilà, donc moi, je suis devenu élu et j'ai assumé cette fonction d'élu avec sérieux, avec régularité, avec assiduité. C'est ce qui vous donne l'impression que j'ai été en campagne, mais en réalité, j'ai assumé mes obligations d'élu, tout simplement. Et c'est ce que je vais continuer à faire aujourd'hui dans cette position de premier adjoint. J'ai toujours... alors, j'assume à la fois le travail qui nous est confié en tant qu'élus dans les commissions, dans les conseils municipaux, sur le terrain, à la rencontre des professionnels, etc. Mais moi, j'ajoute à ça une obligation de compte-rendu à la population. Et donc, je communique beaucoup. Les gens interprètent ça parfois comme une volonté aujourd'hui, c'est interprété comme... pendant la mandature précédente, c'était interprété comme une posture de campagne. Aujourd'hui que je suis en poste, je continue à communiquer de manière très dynamique et très régulière. Ça fait simplement partie de mon ADN, quoi. Je travaille, je rencontre, parce que je n'oublie jamais que ce sont des gens qui nous ont mis là pour travailler en leur nom. Voilà. Et donc, je rencontre à la population. Les gens ont l'impression que c'est toujours une campagne. Ce n'est pas une campagne, c'est une façon de faire, quoi. On travaille, on rencontre. C'est tout, la transparence. Vous avez, au début de cette interview, prononcé des mots très, peut-être un peu flatteurs pour la ville de Shellshare, qui mérite sûrement de ce que vous avez dit.
Je veux dire aussi que l'équipe en place, ça fait du bon travail, puisque vous dites que c'est une ville agréable, qui se développe, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pendant un certain temps, on a dit la ville qui montre la bonne vie, c'est Casse-Pilote. Et puis maintenant, on dit que c'est Shellshare. Donc, l'ancienne équipe a fait du bon travail. Pourquoi voulez-vous qu'elle parte si elle fait du bon travail? Pourquoi vous dites, bon, 12 ans, ça suffit? Pourquoi? Parce que c'est sain, tout simplement. Mais Parce si que elle c'est fait, sain. si elle Et fait parce du que- bon travail. Mais le bon travail peut toujours aller plus loin et toujours explorer de nouvelles pistes. Voilà, oui, l'équipe qui est sortie a fait un travail convenable sur Shellshare. Il y a toujours à redire sur le travail qui est fait. Globalement, oui, c'était du bon travail. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'investissement. Je trouve qu'il n'y a pas eu la construction des équipements sportifs qui manquent à notre commune. Nous n'avons pas de hall des sports, nous n'avons pas d'endroit où nos sportifs émérites peuvent s'entraîner sur leur territoire. Donc, du bon travail, oui, dans un certain nombre de domaines, mais il y avait aussi des manquements, il y avait aussi des carences. Bon, tout ça s'explique, ça s'explique à la fois par des moyens financiers qui n'ont peut-être pas toujours été au rendez-vous, ou qu'on n'a peut-être pas toujours su aller mobiliser. Ça s'explique par le profil des personnes qui sont en poste et qui ne sont pas et qui se consacrent peut-être davantage à un certain nombre de missions plutôt qu'à d'autres. Voilà. Donc, écoutez, moi, je pense que chaque équipe amène quelque chose de nouveau. C'est toujours du bon travail, mais ça sera quelque chose de nouveau. Et en particulier, pour ce qui me concerne, moi, je suis un chef d'entreprise. J'ai toujours dirigé de petites entreprises. Ce sont des entreprises où nous avons été maximum 3 ou 4 personnes. J'ai donc un œil très particulier, très attentif en direction du monde économique, en direction des entreprises. Et encore une fois, les entreprises à Shellshare, comme en Martinique, de manière générale, ce sont des micro-entreprises. Et donc, les politiques que nous mettons en œuvre, il faut qu'elles soient adaptées à ce format, à ces attentes particulières. On a des chefs d'entreprise, une majorité de chefs d'entreprise à Shellshare, qui n'ont pas le temps de remplir des dossiers de subvention, des dossiers... Ils n'ont pas le temps. Ils sont coiffeurs, ils sont garagistes, ils sont pêcheurs, ils sont agriculteurs. Ils doivent d'abord produire, faire leur métier, et ils ont peu de temps à consacrer à toute cette partie administrative, à toute cette partie prospective même, dont ils ont pourtant bien besoin. Et donc, l'accompagnement public doit répondre à ça, et moi je vais y veiller autant au niveau de la ville de Shellshare qu'au niveau de la communauté de l'agglomération. Voilà. On ne doit pas être des institutions loin des besoins des gens, loin des besoins des opérateurs de terrain. C'est cet état d'esprit-là que je vais essayer de renforcer. Je pense qu'il existe déjà, mais il faut le renforcer. Vous faites partie de la communauté d'agglomération qu'on appelle la CACEM. Il y a Fort-de-France dedans. Vous dites, mais c'est pas normal que Shellshare n'ait pas son propre hall des sports, etc. Mais tout ça peut être mutualisé. C'est pour ça qu'on a créé les communautés d'agglomération. Oui. Là, vous fonctionnez comme si voilà, Shellshare doit avoir son truc. Est-ce que vous n'êtes pas un homme du passé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'en créant la communauté d'agglomération, j'étais d'ailleurs parmi les artisans, avant d'être chef d'entreprise, j'ai travaillé en collectivité et j'ai travaillé à la CACEM, à sa fondation de la CACEM. Et nous avons effectivement mutualisé sur un certain nombre de choses. Parce que s'il fallait mutualiser sur la totalité des compétences, nous n'étions qu'à faire un seul grand commune. Bon, ce n'est pas non plus l'objectif. On a mutualisé sur un certain nombre de choses, l'aménagement, le développement économique, l'insertion des jeunes. Il y a un certain nombre de sujets qui sont mutualisés, il y en a d'autres qui ne font pas partie de la mutualisation. Ça ne nous empêche pas d'avoir des réflexions communes avec les maires des communes voisines. D'ailleurs, de la CACEM ou même notre voisine de Casse-Pilote, avec laquelle nous commençons une coopération bilatérale. Mais chaque bassin de vie a besoin quand même de ces équipements. Nous avons 20 000 habitants à Shellshare. Je veux bien qu'on aille utiliser le hall des sports de Corridon,
Mais bon, je pense que Corridon ou Redoute-Ravine-Vilaine ont déjà un bassin de vie. Le hall des sports qui se trouve à Corridon a déjà un bassin de population et d'usagers qui se suffit à lui-même. Et donc, il y a quand même des équipements manquants. Le Salut Achille n'est pas si loin. Voilà. Le Eh bien, le Salut Achille n'est pas si loin. Mais le Salut Achille a lui aussi son bassin de population principal. Et nous utilisons le Salut Achille, puisque notre association de l'ASCOIA s'entraîne au Stade Louis-Achille. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà des liens entre les communes et entre les équipements. Il y a déjà des utilisations mutualisées, mais là, il manchait. Bon, tout simplement. Vos parents faisaient Donc non, je ne suis pas un homme du passé, non. Pas encore. Vos parents faisaient quoi? Mon père était infirmier dans le public, à la Ménard, et ma mère était agent comptable en établissement scolaire. D'accord. Et vous êtes issu d'une famille comment, bourgeoise, peut-être bourgeoise, aisée Je ne sais pas comment qualifier ça. Je suis issu d'une famille de petits fonctionnaires où nous n'avons jamais vécu dans le luxe, mais où nous n'avons jamais manqué de rien non plus. Voilà, donc je dirais une famille moyenne, classique. D'accord. Vous êtes parti en France. À quel âge pour la première fois? À 17 ans et demi. 17 ans et demi. Pour faire mes études, pour la première fois. Donc vous avez eu votre bac à 17 ans? Oui. D'accord. Je suis parti tout de suite, oui, à 17 ans et demi. Oui. 17 ans et demi. Oui. Et vous étiez dans quelle ville? À Paris. Alors j'habitais à Antony, la résidence universitaire Crous, la résidence Jean Zé, que beaucoup de gens connaissent, à Antony. J'étais dans une petite chambre universitaire. Et vous avez fait quelles études? Et j'ai fait des études de droit public et de communication. À quelle faculté? En parallèle. Alors, le droit public, c'était à Paris, je ne me rappelle plus, ça commence à dater, ça fait près de 40 ans maintenant. D'accord. Et l'école de communication s'appelait l'EFAP, parce qu'elle existe toujours et que c'est une école assez connue de communication. Voilà. OK. Je vous demande ça parce qu'avant l'interview, je vous ai demandé de quoi vouliez-vous qu'on parle. Et vous m'avez dit quelques sujets, tous autour de Shellshare. Comme s'il n'y avait que Shellshare qui vous intéressait, alors que vous êtes un homme relativement jeune, avec une compétence. Il me semblait que vous m'aurez que ce qui se passe en Martinique, d'une façon plus large que la ville de Shellshare, aurait pu vous intéresser. Alors, est-ce que vous m'autorisez à poser une question hors Shellshare? Bien sûr. Vous êtes sûr? Bien. On va quand même vous faire plaisir. Restez encore un tout petit peu. En attendant la question hors Shellshare, que j'accueille avec beaucoup de plaisir. Oui, Shellshare, parce que c'est ma ville. Parce que c'est là que je vis, parce que c'est là que j'exerce. Et aussi parce que je considère qu'il faut... Moi, j'ai toujours été partisan de la logique des cercles concentriques. Voilà. Vous lancez une pierre dans l'eau, elle fait un premier cercle, elle en fait un deuxième, un troisième, un quatrième. Il faut commencer par le commencement. Je disais souvent à mes amis étudiants, j'étudiais, j'avais des amis africains, ils me demandaient est-ce que j'avais pas lu Senghor, est-ce que j'avais pas lu ceci, cela. Non, parce que j'ai déjà tellement à lire dans mon environnement immédiat, dans mon île, de Césaire, de Fanon, de Glissant, de Maryse Condé en Guadeloupe, et puis plus loin, des auteurs sud-américains, que, bon, moi j'y vais par cercle concentrique. C'est comme ça, c'est ma façon d'appréhender le monde, c'est ma façon d'appréhender les choses, et c'est pareil, pour la vie publique, c'est pareil. Voilà. Si je ne suis pas... je suis aujourd'hui à la tête d'un groupe qui s'appelle toujours les citoyens Shellsharois, à Shellshare, les ateliers Shellsharois. Voilà, si je ne suis pas capable d'animer une équipe, mais je ne serai pas capable d'animer un conseil municipal. Donc, je prends les choses comme ça, de tout. Et donc, je parle beaucoup de Shellshare. D'abord, c'est le cœur de ma vie, c'est le cœur de mon activité politique aussi. Et c'est un terrain d'expérimentation aussi, pour ce que nous pouvons faire plus loin. Et je vais vous parler, je l'espère, pendant cet entretien, de ce qu'on a envie de faire dans notre environnement immédiat, à Shellshare. Et cet environnement immédiat, c'est le Nord Caraïbe.
Et il y a des ponts à tisser entre les communes du Nord Caraïbe sur les questions de la pêche, sur les questions du nautisme, sur les questions de la circulation, sur les questions de l'agriculture. Mais évidemment que je pars de Shellshare pour expérimenter des choses qu'on pourra mettre en œuvre à plus grande échelle, je l'espère. Ok. Donc parlez-nous de ce que vous voulez faire dans le Nord Caraïbe, alors. Alors, je commence à en parler. Avec Casse-Pilote et avec Daniel Chaumet, nous avons commencé à tisser des liens avec notre ville voisine, qui est Casse-Pilote, avec laquelle nous avons quand même beaucoup de points communs, autour en particulier de la pêche et de l'agriculture. Mais nous sommes aussi liés par la force des choses autour de la question de l'eau, puisque nous sommes le point d'arrivée. Casse-Pilote est le point et le bout du réseau nord en termes de distribution de l'eau. Et Shellshare est le point d'entrée sur la CACEM en matière de distribution de l'eau. Nous avons donc des accords à trouver, des équipements communs peut-être à créer, de stockage d'eau. Vous savez que quand on est en haut du quartier La Démarche, on est aussi en haut du quartier Citronnelle à Casse-Pilote. Vous savez que pour passer à un autre sujet, qui est le sujet de la circulation entre les deux communes, les habitants de Casse-Pilote qui habitent Citronnelle passent plus souvent par La Démarche pour rejoindre le centre que par la nationale, qui est souvent embouteillée. Voilà, donc nous avons des enjeux communs et nous nous sommes réunis. D'abord Daniel Chaumet et Jean-Marc Boquet. Et puis, j'ai eu délégation de la part du maire de Shellshare pour rencontrer Henri Josse, qui est 4e adjoint à Casse-Pilote et qui s'occupe de ces questions de coopération et d'aménagement, pour que nous créions une entente entre nos deux villes sur un certain nombre de sujets. Donc, les 3 premiers sujets, c'est la pêche, c'est l'agriculture et c'est la gestion de cette voie commune que nous avons qui relie nos deux villes par la campagne. Voie VOIE. VOIE, oui, la route commune. Justement, quel est votre projet sur la route? Alors, c'est un projet d'aménagement commun. C'est un projet d'amélioration de cette voie qui est aujourd'hui une voie de campagne, hein, disons. Et qui, compte tenu du flux de véhicules qu'elle accueille, mérite d'être mieux calibrée et mieux aménagée. Et nous allons certainement aussi nous projeter dans un aménagement complet, c'est-à-dire un aménagement qui va permettre la circulation à vélo et la circulation de piétons pour des usages de footing, complètement élargi, de balade. Pas beaucoup, mais oui, on va prendre une petite emprise en bordure pour ajouter la partie piétonne et la partie cycliste. Ouais. Voilà. En tout cas, ce n'est pas un projet qui est formalisé pour l'instant, mais c'est de ça que nous discutons, quoi. D'avoir un équipement commun qui soit à cette voie. Alors chacun à son côté de la voie, hein, puisqu'on a une frontière entre les deux communes, mais qu'on ait un aménagement concerté et où il n'y ait pas de rupture quand on passe de Shellshare à Casse-Pilote ou de Casse-Pilote à Shellshare. Qui est-ce qui habite Shellshare? Des Shellsharois? Oui. Des Shellsharois. Shellshare, c'est une population... j'allais dire mixte, mais c'est une population diverse, quoi. On a à la fois des Shellsharois qui sont là depuis avant 1888. La ville est née en 1888 de manière administrative. C'était simplement une paroisse. Et autour de l'église, on a décidé qu'on allait prendre des quartiers de Fort-de-France et des quartiers de Casse-Pilote pour en faire une commune. Voilà, c'est ça Shellshare en 1888. Ensuite, nous avons eu l'éruption de 1902 et il y a des milliers de personnes qui sont sorties du prêcheur pour venir s'installer, notamment à Fond-Laillé. Voilà. Donc aujourd'hui, la population de Fond-Laillé a une souche particulièrement forte qui nous vient du prêcheur. Vous voyez, là encore, c'est ce lien très fort, à la fois géographique, à la fois en termes de similitudes naturelles, mais aussi en termes de racines et de familles avec le Nord Caraïbe. Et cette population qui s'est installée à Fond-Laillé, en premier lieu, qui a été placée à Fond-Laillé par l'État de l'époque, par le gouverneur de l'époque, en 1902, s'est ensuite
un peu dispersés dans les mondes, et sur le littoral aussi, à Font-Bernier, à La Colline, à la Démarche. Voilà, donc on a cette population-là qui est très ancienne, qui date donc des années 1900, et puis on a une population plus récente, qui est venue de Fort-de-France, qui est venue un peu du Lamentin, qui est venue de partout, et qui a occupé Terreville, Cluny, Batelière, voilà. Donc c'est une formation de population progressive, d'horizons divers, mais qui aujourd'hui forme une communauté qu'on a envie de continuer à unifier, de continuer à doter d'une identité commune. Voilà. Vous m'avez dit pêche, agriculture Et les voies, les routes, les pour la routes. coopération avec Casse-Pilote. Hein. D'accord. Voilà, les routes. Après, c'est une coopération qu'on envisage ouverte aussi à des manifestations sportives, culturelles, communes. D'accord. On envisage aussi, ça c'est un projet que je porte personnellement, mais que j'espère bien pouvoir glisser dans les actions qui seront reprises par la puissance publique. On a aussi un projet de YOL du Nord Caraïbe. On a un tour des YOL qui est extraordinaire. Nous bannir en YOL du Nord Caraïbe, du pêcheur à Chelcher, Baniol. Une fois de France, Baniol. Bon, je crois qu'il y en a une. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut porter, c'est notre tradition, c'est une tradition qui va avec cette tradition de la pêche que nous avons. Voilà, ça fait partie des projets que nous avons et qui dépassent les frontières des simples institutions. D'accord. Vous venez de désespérer beaucoup de jeunes chelchérois qui rêvent de start-up, qui rêvent d'informatique. Vous leur proposez la pêche et l'agriculture. Pas du tout. Ah, Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous m'avez demandé quels étaient nos points communs avec les communes voisines. Alors, Bon, on est sur des... la nature, c'est ça. Nous sommes des communes maritimes, nous sommes des communes qui, historiquement, ont une activité de pêche importante, historiquement, une activité agricole importante. On part de là. Ce sont nos points communs. Après, nous, à Chelcher, moi, je vous ai dit que je serais le porte-drapeau d'un développement économique qui tient compte de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est aussi les métiers du tertiaire, c'est aussi les métiers de la matière grise. Et nous avons des ambitions avec Daniel Chaumet pour faire en sorte que notre commune renforce le tissu économique de ce côté-là aussi. Voilà. Donc les jeunes qui rêvent de numérique et d'entreprises performantes pourront trouver à Chelcher bientôt, je l'espère, mais ça, ce sont des choses qu'il nous faudra aussi discuter en communauté d'agglomération, parce que je rappelle que c'est la CACEM qui a l'essentiel de la compétence économique sur l'ensemble de l'agglomération. Et oui, nous allons discuter des vocations et des velléités et des envies de chaque commune, parce que la CACEM, c'est bien, mais il faut que les volontés de chaque territoire soient entendues et prises en compte. Voilà. est-ce que vous avez un problème de sécurité à Chelcher? Et Chelcher, alors avant de parler de sécurité, je voulais aussi dire que Chelcher, par la configuration de son territoire, qui est l'un des plus petits territoires de la Martinique, on a 2200 km², je crois, de surface. Je crois que le Lamentin, c'est 6200. Vous voyez, on est 3 fois plus petit que le Lamentin. On a donc une forme d'exiguïté du territoire, qui est quand même assez densément peuplé. 20 000 habitants, c'est quand même beaucoup. Et donc, évidemment que nous n'allons pas, même si nous avons quelques terres agricoles sur les hauts de Terreville et sur les hauts de la Démarche, que nous devons préserver, faire en sorte que de jeunes agriculteurs viennent s'y réinstaller, même si nous gardons en tête cet enjeu-là, parce qu'il faut nourrir au maximum. Aujourd'hui, la Martinique produit, je crois, 12% de ce qu'elle consomme en termes d'agriculture. C'est peu. Donc il faut maintenir et faire grandir même un tissu agricole. Avec qui? Les jeunes Martiniquais Oui, il y a deviendront des agriculteurs. Il y a des jeunes agriculteurs qui ne demandent qu'à s'installer et qui rencontrent des problèmes de foncier. Donc nous sommes là, nous, puissance publique, pour
peut-être faire l'intermédiaire entre des personnes qui ont des terres inoccupées. Il y a assez peu de terres publiques agricoles, mais il y a des terres qui sont inoccupées, qui sont classées agricoles, qui sont inoccupées, qui appartiennent à des propriétaires privés et qui, à mon avis, s'ils ont la garantie que la collectivité fait l'intermédiaire, fait la médiation entre les agriculteurs, les jeunes agriculteurs et eux-mêmes, seront plus rassurés à confier leur terrain en location à des jeunes agriculteurs. On va aller dans cette direction-là. Mais l'exiguïté de notre territoire fait que, oui, on va devoir se spécialiser sur le numérique, sur la connaissance. Nous sommes une ville universitaire, nous sommes une ville de connaissances, et on va se focaliser sur ces sujets-là. Ce n'est pas parce que je ne vous en ai pas parlé de prime abord que ce n'est pas dans nos objectifs très, très précis. On est extrêmement surpris quand on va à Madiana de voir un endroit, si vous comprenez le mot, exigu, avec les voitures les unes sur les autres, avec les gens les uns sur les autres. On a l'impression que rien n'est fait là depuis. Vous parlez de la plage ? Oui, la plage, bien sûr. Ouais. On parle de Oui. la plage. Et vous me parliez de sécurité juste avant. C'est un bon exemple des politiques nouvelles qu'on va devoir déployer. Alors la sécurité, c'est le renforcement des forces de sécurité. Il va falloir qu'on continue à faire grandir notre police municipale parce qu'elle n'est pas calibrée pour une population de 20 000 habitants. Mais il va aussi falloir qu'on aménage les lieux de manière plus sécure. Aménager les lieux, c'est faire en sorte que les véhicules puissent se croiser. Quand les gens vont à cette plage de Madiana qui est très fréquentée le week-end, que les véhicules puissent circuler, puissent stationner de manière correcte. Stationner de manière correcte, c'est aussi protéger l'environnement qui est autour. C'est éclairer les parkings, pas la plage, parce qu'on a besoin que la plage reste un lieu de ponte de tortues. Mais c'est ça. Les mesures d'aménagement sont aussi des mesures de sécurité et ce sont des chantiers auxquels on va s'attaquer. Alors on ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Je le dis aux Chelchérois, je le dis aux habitants de tout le territoire auquel on va avoir affaire. On ne va pas pouvoir tout faire en même temps, mais on va planifier les choses. Voilà. On va planifier les choses et cette question de Madiana est une question qui est déjà à l'ordre du jour pour nous. On était ce week-end. Daniel Chaumet a remis des prix ce week-end. Il y avait un tournoi de beach tennis sur cette plage de Madiana. Il y avait une affluence énorme, impossible de circuler, impossible de stationner. Donc on est bien conscient que notre ville a une attractivité forte, autant sur ce site-là que sur d'autres sites, que sur le front de mer, qu'à Lens-Madame aussi. Il y a une attractivité forte parce que Shellshare offre des équipements, Shellshare offre une façade maritime intéressante, Shellshare propose aussi des animations intéressantes et nous devons réguler tout ça, nous devons administrer tout ça de manière correcte. Et on va s'attaquer à tous ces sujets-là. Alors vous connaissez un problème de sécurité ou pas aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un problème de sécurité ? Non, on n'a pas de problème de sécurité, mais il faut qu'on soit dans l'anticipation. Il ne faut pas qu'on attende précisément d'avoir des problèmes de sécurité pour réagir. C'est une ville sûre. Voilà. C'est une ville relativement sûre. Est-ce que vous avez des points de deal ou pas ? Il y a des regroupements dans les quartiers où je ne pourrais pas vous dire qu'il ne se passe pas des choses. Bon, oui. Ce sont des phénomènes qui sont assez difficiles à combattre, pour lesquels nous avons un travail en commun entre police municipale et gendarmerie. Donc, nous faisons des passages, nous faisons de la dissuasion, nous faisons parfois des interventions plus musclées. Mais enfin, le phénomène du trafic est un phénomène assez puissant, assez mobile, assez actif. Et donc, ce n'est pas facile non plus de s'y attaquer. On a des outils qu'on déploie, on a des outils de vidéosurveillance. Il y a plus de 80 caméras qui ont été installées par la précédente équipe municipale. C'était une belle initiative. Voilà, donc on est en train de renforcer tout ce maillage de sécurité sur notre territoire qui nous permet pour l'instant de garder le contrôle, mais il faut continuer ces politiques-là pour que les choses ne nous échappent pas. Voilà. Shellshare a la caractéristique d'être à la fois la mer et un peu la campagne. C'est ça.
Est-ce que vous avez l'intention d'appuyer sur la mer, d'essayer de faire que les touristes viennent, de faire une plage, de faire à la limite une marina, j'en sais rien. Alors une marina, peut-être pas. On soumettra la question au Chelchérois. Si le besoin se fait sentir de manière plus forte. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui nous est remonté dans nos démarches tant d'élus que de campagne municipale. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de demande particulière de marina à Chelcher. Cela dit, il faut aussi qu'on s'adapte aux besoins de notre agglomération. Et bon, pourquoi pas, ça pourrait être un sujet qui pourrait être abordé à l'avenir. Je sais qu'il y avait un vieux projet à l'époque à l'intérieur de Madiana, parce qu'on a des terres un peu marécageuses à l'intérieur, au-delà de la plage. Mais enfin, ce n'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour immédiatement. Cela dit, la question du tourisme se pose. Nous sommes classés depuis 2024 station tourisme. Et c'est un classement important qui attire à nous de nouveaux visiteurs. Et nous avons bien l'intention d'avoir une politique offensive sur ce sujet-là. À la fois pour attirer des visiteurs, mais attirer des visiteurs, c'est pour faire découvrir la beauté de notre ville et de nos sites. Et nous en avons des sites. Hein. Nous avons des batteries, la batterie Sainte-Catherine, qui est une batterie de canons qui était là pour accueillir les ennemis à l'entrée de la baie de Fort-de-France. Donc c'est un site remarquable de Chelcher. Nous avons la grotte aux Anglais à la Démarche. Nous avons les 7 mares merveilleuses du quartier des Marches qui méritent d'être restaurées et revalorisées, signalées. Nous avons un certain nombre d'atouts à valoriser et de choses à montrer à nos visiteurs de l'intérieur et de l'extérieur. Et nous allons faire un travail dans ce sens-là en matière de tourisme à Chelcher. Et nous allons le faire avec l'agglomération qui, une fois de plus, a la compétence, à l'essentiel de la compétence. Ça fait partie des compétences qui ont été transférées à l'agglomération et qui sont exercées par une société publique locale qui est l'Office de tourisme du centre. Voilà. Et donc, nous devons travailler avec cet Office de tourisme du centre pour que les richesses de notre territoire soient mieux connues, plus visitées et que ça profite à nos entrepreneurs chelchérois. C'est-à-dire que les gens qui habitent autour des mares et qui ont envie de développer une petite activité de vente de produits dérivés, etc., puissent trouver un intérêt à ces visites touristiques. Et puis nous avons bien l'intention d'essayer de ramener aussi des mini-escales de bateaux de croisière vers notre ville, puisque ces bateaux s'arrêtent devant les Anses d'Arlet. On a aussi les moyens de les attirer à Chelcher pour faire vivre le commerce chelchérois. Vous êtes d'accord que vous ne m'avez pas dit ça spontanément? Oui. Vous ne m'avez pas dit ça spontanément. Vous m'avez parlé d'agriculture et de pêche, et pas de tourisme. On parlait de la coopération avec les autres communes. Ah, c'est beau. Voilà. Mais non, mais oui, mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas dites spontanément, mais on y passerait 3 heures. Quel est le budget de la ville de Chelcher? C'est un budget que nous venons de voter. Alors nous avons voté le budget à peu près préparé par l'équipe précédente, parce que quand nous sommes élus le 22 mars, nous sommes officiellement élus par le conseil municipal le 28 mars, et le budget doit être voté avant le 30 avril. Voilà. Et avant le vote du budget, il faut un débat d'orientation budgétaire. Tout ça en un mois. Ouais. Donc évidemment que nous n'avons pas le temps d'intégrer à ce budget 2026 tout ce qui figurait dans nos programmes électoraux. Alors nous avons manifesté quelques intentions, mais le budget, globalement, c'est un peu la copie du budget 2025, qui est de 45 millions d'euros. 45 millions d'euros. Voilà. Qui est de 45 millions d'euros. Et le fonctionnement, c'est combien? Et le fonctionnement représente 33 millions d'euros. À votre avis, c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est trop? C'est beaucoup. Un peu. On a encore un peu, mais ça correspond à la situation de toutes nos communes, qui ont quand même beaucoup joué un rôle d'amortisseur social,
qui ont quand même souvent, je crois que c'est la plupart des communes en Martinique, ont un effectif un peu supérieur à ce qu'il devrait être, parce que il y avait cette nécessité de donner à manger à des familles. Alors on n'en est pas là aujourd'hui, parce que Shellshare devrait avoir environ 580 à 600 agents pour ses 20 000 habitants. C'est ça à peu près le bon ratio. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 680, autour de 680 personnes. Donc, on a des charges qui sont quand même importantes en matière de fonctionnement et qui grèvent évidemment la capacité à investir. Voilà. Parce que on ne dégage pas énormément de marge de manœuvre pour faire de l'investissement et pour apporter notre part au financement de l'investissement. L'investissement est souvent payé par des subventions, des fonds européens, des fonds nationaux, des fonds de la CTM. Il y a un partage sur l'investissement. Mais il faut quand même que la ville montre sa capacité à apporter sa participation. Voilà. Et c'est vrai que plus les charges de fonctionnement sont lourdes, plus c'est difficile pour une ville d'apporter sa participation à l'investissement. Est-ce que vous êtes endetté? Non, on a un taux d'endettement. Alors oui, on a des emprunts. Oui. On a des emprunts, on a un taux d'endettement dont je ne pourrais pas vous dire exactement le niveau, mais qui est... Excusez-moi. Oui. Mais qui n'est pas éteindre mon portable. Qui est plutôt dans une moyenne basse par rapport à la situation des autres communes de Martinique. Voilà. Donc on est plutôt dans une situation financière saine. Est-ce qu'il est nécessaire à Martinique de faire un plan de développement? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'il faut un plan de développement. OK. Donc vous avez fait les études? Mais c'est un plan évolutif. Vous savez que je suis déjà venu 2 ou 3 fois en interview ici et que vous me reposez la même question. Oui. Bon. Oui, il faut un plan de développement. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est un plan de développement qui doit se faire à l'échelle Martinique. Oui. Bon, à l'échelle CTM. Mais c'est aussi un plan qui doit être souple. Parce que les choses avancent vite. Les choses avancent vite. Donc oui, pour moi, c'est de la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique d'avoir un plan réaliste qui tienne compte des apports de tous les acteurs institutionnels, de tous les acteurs économiques, mais qui soit un plan modulable et qu'on peut mettre à jour au fur et à mesure des évolutions. Vous voyez, les évolutions que nous avons en intelligence artificielle, je veux dire, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, il y a des évolutions extraordinaires en matière d'intelligence artificielle. Bon, il faut intégrer ces choses-là. Donc, figer un plan comme on le faisait dans les années 50, 60, 70 et dire on a un plan quinquennal, un plan sur 20 ans, un plan sur 30 ans, ça n'existe plus. Oui, il faut qu'on ait des lignes directrices, mais il faut surtout que cette chose-là soit souple et modulable. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes l'élite de ce pays et que donc vous ne pouvez pas vous contenter de Shellshare, quoi? Vous avez une responsabilité à l'endroit de la Martinique elle-même. Qu'est-ce que vous faites pour ça? La responsabilité, nous l'assumons. Moi, je vous ai dit que si vous ne réussissez pas dans votre foyer, j'ai envie de dire, dans votre association, dans votre ville, vous n'avez pas réussi au plus grand. Bon, donc, vous semblez dire que Shellshare, c'est trop petit, mais ce n'est pas trop petit. Parce que ce que vous réussissez à Shellshare, ce que vous fortifiez à Shellshare, pourra être utilisé par d'autres. Ce que j'ai réussi, moi, dans mon groupe politique, qui s'appelle les Ateliers Shellsharois, c'est un groupe citoyen, un groupe qui fait la place à la parole de chacun. C'est une méthode de travail. C'est une méthode qui est reproductible. C'est une méthode qui, je l'espère, a servi à d'autres camarades dans d'autres communes et qui sert, je l'espère, aujourd'hui dans mon conseil municipal pour que nous ayons un travail qui ne soit pas que le fruit de la pensée de l'élite, mais qui soit le fruit des expériences de chacun, qu'on arrive à mobiliser. C'est ça le rôle de l'élite, c'est de réussir à mobiliser une pensée collective. Non.
Ah, pour moi, c'est ça. Vous avez votre vision des choses. Non. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec moi. Vous avez, bien évidemment, le fruit de la pensée de l'élite. Vous avez employé le mot élite. Ça, Collective. non, vous avez dit la pensée de l'élite. C'est vous qui avez parlé d'élite. Vous, Non, vous m'avez dit que vous dire... êtes l'élite de ce pays. Oui. Je suis l'élite de ce pays si je réussis à mobiliser les forces vives de ce pays. Si je réussis à mobiliser l'intelligence des citoyens de ce pays. C'est ça le rôle de l'élite. Okay. Ce n'est pas d'être l'élite au-dessus et de donner des directions et de dire c'est ce que je sais qui doit être fait. Non, enfin moi ce n'est pas comme ça que j'entends les choses. C'est pas une élite. Mais pas du tout. Une élite par définition, elle est un peu en avant. Mais c'est une vieille définition. C'est pas une vieille définition. Elle est en avant, non, elle n'est pas en avant. Elle est pas en avant. Elle se sert des connaissances et de sa capacité de travailler, à organiser, de sa capacité à organiser, de sa capacité à coordonner, de sa capacité à impulser pour mobiliser ce qui vient du cœur du pays. C'est ça pour moi, le rôle de l'élite. C'est ça pour moi, le rôle de l'élite. Et ce qui vient du sens commun ne peut pas être mauvais. Je ne vous dis pas de ramasser ce que chaque petite personne vous dit dans son coin et de le faire. Je vous dis qu'il émerge du collectif martiniquais des choses majoritaires, on peut dire ça comme ça, que nous sommes chargés de mettre en œuvre, en forme, en meilleure forme, si vous voulez. Voilà. Je suis tellement surpris. Non, blague, c'est quand je il y a cette fameuse phrase de Lénine. Je connais votre position. Non, ce n'est pas ma position, c'est une position évidente. Je veux dire, un pas avant le peuple, il faut être un pas avant le peuple. Sans quoi vous n'êtes pas l'élite. Et donc nous serions un peuple sans élite, ça n'existe pas. Donc vous êtes en train de me dire que ce qui est bon, c'est ce que tout le monde veut. Mais vous pouvez justement, parce que vous êtes l'élite, indiquer aux gens ce qui est le mieux pour eux-mêmes. Ce n'est pas forcément les gens qui savent le mieux. Moi, je dis souvent, je loue souvent le travail collectif. Bon. Et je fais en sorte que ce travail collectif... Vous le louez combien par mois? Je le prie. Et je fais en sorte que ce travail collectif soit effectif. Bon. On parle de projets, Moi, je vais réunir, par exemple, un groupe de travail sur le développement économique de Shellshare. Je veux réunir ce groupe de travail d'élus sur le développement économique de Shellshare. Et je vais leur dire, voilà les enjeux qui se présentent à nous en matière de développement économique de Shellshare. Et avant de faire l'élite et de dire, voilà ce que nous devons faire, je veux écouter chacun de mes collègues, chacun des acteurs du territoire pour qu'ils me donnent leur expérience du terrain et pour que nous ayons des débats. Et dans ce débat que nous aurons, oui, vous avez raison, je suis peut-être mieux formé, j'ai peut-être des idées que je vais défendre, mais à chacun de défendre ses idées avec conviction, avec argument. Moi, c'est comme ça. Il faut mettre les choses en débat public et défendre vos positions. Donc j'ai des positions. Vous appelez ça des positions d'élite, si vous voulez. J'ai des positions que je veux faire valoir, mais je les fais valoir dans un cadre où tout le monde a la parole. Et donc, oui, j'espère que mes positions seront bien prises en compte dans ce qui va en sortir. Mais il n'est pas question pour moi d'imposer des choses parce que j'aurai une espèce de science infuse qui m'a été donnée par des études, par ceci, par cela. Parce que l'élite, mais non, mais j'ai failli vous dire, vous êtes gentil, mais l'élite, mais qu'est-ce que ça a donné de bon? Qu'est-ce que ça a donné de bon? Et l'élite, pour moi, moi je suis très respectueux des savoirs et des expériences de chacun. Qui connaît mieux la Terre, les systèmes de biodiversité que l'apiculteur qui produit du miel? Le gars, il part de A à Z. Il maîtrise toute la chaîne de la plantation des fleurs qui sont nécessaires aux abeilles, à la production du miel, à la commercialisation, au marketing. Et moi, je vais lui dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis sorti d'une école de commerce, et donc c'est comme ça qu'il faut faire. Je suis l'élite, il faut m'écouter? Mais non, monsieur Laouché, non. Excusez-moi. Un ingénieur agricole peut venir et lui dire ce que vous faites là n'est pas bon, je vais vous montrer autre chose de plus performant. Oui. Moi, je vais vous dire, ça peut se faire. Moi, j'ai déjà vu des ingénieurs. Moi, j'ai déjà vu des ingénieurs agricoles en échec. Oui.
devant un agriculteur ou un apiculteur sans formation, mais avec une rude connaissance du terrain et de la réalité du terrain. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut se priver de rien et je prendre dis pas le qu'il temps d'écouter la Je parole ne des dis pas gens. qu'il faut se priver de la parole des gens, hein. Mais vous faites de ce qu'on appelle la démocratie participative une espèce de Dieu extraordinaire. Moi, je Mais pense c'est que extraordinaire. c'est parce que vous fuyez vos responsabilités. Vous Pas du avez, tout. en tant qu'élite de ce peuple, Pas du tout. des responsabilités Pas du quand tout. vous êtes tranquillement. J'ai en envie train de vous fuir. dire, quel que soit, et d'ailleurs, quelle que soit la façon dont on s'y prend, la vôtre ou la mienne, l'essentiel, c'est de faire les choses, au bout du compte. Bon, moi, j'ai la conviction que ma façon de faire, qui est d'associer, qui est d'écouter, qui est d'écoute active, qui est la mise en place de plans de bataille concertés, j'ai le sentiment que c'est la meilleure façon. Bon, parce qu'on a expérimenté, hein, les autres façons, on n'a pas beaucoup vu de résultats. Bon, alors peut-être que nous, en Martinique, on n'a pas de grands plans de développement, mais enfin, bon, il y a des tas d'endroits où il y a eu des grands plans de développement et où on se fait la guerre, là, pour l'instant. On se fait la guerre, on se déchire, les taux de production du maïs ou de ceci s'effondrent. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas de modèle parfait. Peu importe la méthode, est-ce qu'au final, on y arrive? Est-ce qu'au final, on arrive à produire des choses convenables? Est-ce qu'on arrive à avoir une société plus équilibrée, où tout le monde s'y retrouve, où tout le monde s'en sort? C'est ça l'objectif. Est-ce que vous avez peur du Mercosur? Pas particulièrement. Après, il faut dans le détail, regarder l'impact que ça peut avoir sur nos productions à nous, sur notre capacité à garder notre place sur nos étals, tout simplement. Pourquoi vous dites qu'il faut regarder après? Il fallait déjà avoir regardé. Vous avez beaucoup souri là, quoi. Non, il faut regarder, je n'ai pas dit après, hein, je dis il faut regarder attentivement. Oui, il faut regarder ça avec. Est-ce que ça vous faut être paraît vigilant. aujourd'hui là, être un danger auquel il faut se préparer quand même? Bien je veux sûr, dire. bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on Bien peut sûr. faire? C'est ça les vrais problèmes. Alors, quoi. ce Vous me dites l'agriculture, très bien, mais lorsque le planteur d'igname martiniquais va être opposé au planteur d'igname dominicain qui va coûter 2 fois moins cher, ça va poser problème, non? Bien sûr. Mais bon, vous avez Bien réfléchi à ça ou pas? Il faut, pas encore dans le détail, c'est vrai. Mais il faut qu'on s'y prépare et j'ai envie de dire que nos instances sont quand même là pour ça. L'État est quand même là pour ça, l'Europe est quand même là pour ça, aussi, pour protéger les productions de son territoire. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que il faut aussi qu'on fasse attention. On a déjà le débat en Europe où des producteurs de fruits et légumes sont en difficulté face à des produits qui sont produits précisément dans des conditions qui n'ont rien à voir, dans des conditions économiques ou avec des pesticides ou avec des produits qui n'ont rien à voir. Donc on se retrouve avec des fraises, par exemple, qui arrivent sur le même marché, mais qui sont des produits finalement complètement différents. Voilà. Donc oui, il faut qu'on ait un œil vigilant problème, et protecteur sur ces sujets-là. Ouais. Alors d'une façon générale, vous êtes plus pour vous rapprocher, vous accrocher encore à l'Europe, ou vous rapprocher de votre environnement géographique? Alors je crois qu'il faut faire les deux. Je crois qu'on est dans une situation particulière. Personne n'en doute désormais. On est dans une situation particulière. On appartient à un grand ensemble France-Europe, mais on appartient aussi physiquement, géographiquement à un environnement caribéen. Et il faut se priver de rien. Moi, je suis assez favorable aux initiatives de coopération régionale, à la participation à l'Association des États du Sud de la Caraïbe, à l'OECS, à la participation à la CARICOM, qui pour l'instant n'est pas en très bonne On est associé, santé. c'est déjà ça. On est associé, mais à un organisme qui lui-même a un peu de mal à garder ses marques, on va dire ça comme ça, parce qu'il fait justement l'objet de pressions internationales. Mais oui, il faut qu'on soit... C'est tout l'aspect hybride de notre situation, quoi. On est à la fois français, européen et caribéen. Donc il faut qu'on soit sur les deux tableaux. Et donc il faut inventer sans cesse. Hein. On est dans
dans un lieu et dans un monde où il faut inventer sans cesse la bonne posture, la bonne position. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de rigide, il n'y a rien de définitif non plus. Aujourd'hui, quel est le débat majeur en Martinique, selon vous? C'est certainement... Alors, le débat majeur, c'est certainement la question du transport. La difficulté majeure pour les Martiniquais, c'est certainement la question du transport. En tout cas, pour nous, sur le centre, c'est la question du transport. Nous allons bientôt intégrer le conseil d'administration de Martinique Transport. Je ne doute pas je crois que c'est Daniel Chaumet qui ira lui-même siéger. Je ne doute pas qu'on va essayer d'apporter un autre regard sur ce qui se fait. Et il nous faut absolument parvenir sur le centre à un opérateur unique. Qu'il soit public ou privé, on a une autorité unique qui est publique. On peut avoir un opérateur, qu'il soit public ou privé, mais qu'il soit unique. Et qu'on ne soit plus confronté à ce que nous vivons, nous, en particulier à Shell depuis des années, c'est-à-dire des pannes et des grèves du transport, à cause notamment des disparités entre les opérateurs et entre les salariés des opérateurs. Voilà. C'est beaucoup ça qui provoque les grèves. Les pannes aussi. Parce que quand vous avez une petite entreprise qui a du mal à faire face à ses charges en matière d'entretien des véhicules, etc., c'est aussi ça qui provoque les ruptures de services publics auxquels Martinique Transport a du mal à faire face. Donc il faut qu'on arrive à faire évoluer Martinique Transport dans cette direction-là. L'autre enjeu, c'est toujours l'enjeu de l'activité économique, de l'emploi. Moi, je suis très favorable à ce que j'appelle une économie intégrée. On a besoin de petites unités économiques qui se portent mieux et qui sont capables, dans leur environnement proche, d'avoir une clientèle et d'avoir aussi des salariés qui viennent de leur environnement proche. Mais pour ça, il faut les aider. C'est ce que je disais en début d'émission. L'entrepreneur aujourd'hui, en tout cas l'entrepreneur chelchérois, que je connais mieux, il est isolé et il a du mal à la fois à faire son métier et du développement. C'est pas toujours évident quand on est seul ou quand on est deux dans une entreprise de se projeter, de structurer, de sécuriser son entreprise. Or, c'est ce qu'il faut réussir à faire, quoi. C'est pas... On est dans un tissu économique en Martinique où on a 90% d'entreprises qui sont des micro-entreprises. C'est à ces gens-là qu'il faut qu'on rende service, c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on s'intéresse. D'accord. Beaucoup de ces gens-là créent leur entreprise parce qu'ils n'ont pas trouvé à s'employer dans d'autres entreprises. Oui. Donc le choix peut être aussi de faire des grandes entreprises qui peuvent employer plus de monde et donc ça limite un peu les petites et moyennes entreprises. J'ai tendance à me dire qu'on a essayé les grandes entreprises. Les grandes entreprises ont essayé de s'implanter. On est sur des marchés un peu contraints et nous sommes, nous en particulier en Martinique, sur un marché qui se réduit progressivement. On perd de la population. Chaque année, on perd 4000 habitants. Et donc, c'est un environnement économique qui intéresse de moins en moins, sauf dans certains domaines, mais qui intéresse de moins en moins les grandes entreprises. On est sur un petit marché contraint avec des contraintes d'éloignement, d'insularité. Donc, je ne suis pas sûr que la grande entreprise qui emploie tout le monde soit le bon modèle pour nous ici en Martinique. Par contre, il y a énormément de services de proximité à développer dans l'alimentation, dans l'agriculture, on en parlait, dans la pêche toujours, sur le numérique, parce qu'il y a des services à rendre à des populations. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en direction des personnes âgées. On a une population qui vieillit, on a donc une clientèle de personnes âgées qui s'élargit et des services à multiplier en matière de santé, en matière d'accompagnement, de transport spécifique. Il y a beaucoup de choses à faire
Et pour moi, ce sont de petites unités qui doivent pouvoir rendre ces services-là à la population. D'accord. Vous ne m'avez pas parlé d'autonomie. Parce qu'il me semble que c'est un grand débat aujourd'hui en Martinique, puisque l'ensemble de nombreux hommes politiques se sont prononcés pour l'autonomie de la Martinique à l'occasion d'un congrès que Cyril Hachimi a qualifié d'historique. Donc véritablement, le problème en Martinique aujourd'hui, le statu quo ou l'autonomie. Alors je vais probablement dénoter un peu. Je ne suis pas fan, je n'étais pas favorable aux décisions de ce congrès. J'ai tendance à penser qu'on n'en fait pas assez, qu'on ne travaille pas assez, nous élus, nous collectivités publiques, pour stabiliser, sécuriser ce territoire et lui donner des pistes viables et fiables de développement, même si on ne réussit pas tout de suite, mais plaçons-nous dans de bons rails, on a les moyens de le faire, avant de parler encore et encore de statut, d'évolution institutionnelle. Ça, c'est ma position. Moi, je vois tout ce qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, je suis en responsabilité. Alors, ça ne fait pas encore très longtemps, mais je vois tout ce qu'on peut faire. Ça demande du travail, ça demande de l'engagement, ça demande de l'écoute des acteurs du territoire. Et j'ai tendance à dire qu'il faut aller au bout de ce qu'on peut faire avant de se projeter encore dans des plans futuristes. Moi, j'ai entendu encore qu'il y a, venant de la CTM, un projet Martinique 2050. Vous voyez, le plan, il y en a qui y pensent au plan. Mais qu'est-ce que ça change ? Ce n'est pas un véritable plan. Mais qu'est-ce que ça change à nos vies aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on est toujours là. Moi, j'ai toujours, je le redis, je l'ai déjà dit à d'autres interventions médiatiques, j'ai toujours le sentiment d'une forme de fuite en avant. Nous ne sommes pas capables de régler les problèmes très concrets qu'on rencontre. Franchement, il n'y a pas de bus dans nos quartiers. Alors on ne peut pas parler d'autre chose que de ça. Moi, je refuse de parler d'autre chose que ça. Il faut qu'on réussisse à mettre des bus dans nos quartiers. Il faut qu'on réussisse à stabiliser la situation sociale, là où la situation sociale a besoin d'être stabilisée. Il faut qu'on réussisse à faire un certain nombre de choses. Il faut qu'on réussisse à apporter à nos entreprises, puisque c'est mon domaine. Et tout ça est possible dans le statut actuel. Oui, il y a beaucoup de choses, mais bien sûr. Moi, je vais prendre un exemple, j'entends les entrepreneurs chez le Chihuahua. De quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin, il y a des dispositifs qui existent, des aides. Il y a des aides qui existent, il y a des dispositifs de conseil qui existent. Mais ils n'ont pas le temps de remplir des dossiers. Ils n'ont pas parfois les canaux pour accéder à l'information précise. C'est de ça qu'ils ont besoin. Et on ne le fait pas. On crée les dispositifs, et puis ce sont ceux qui sont les mieux armés qui viennent bénéficier de ces dispositifs. Il faut que nous réorientions notre action vers ceux qui ont besoin des dispositifs et de la manière dont ils en ont besoin. Si une coiffeuse est dans son salon avec son assistante coiffeuse toute la journée, toute la semaine, elle aura du mal à s'asseoir, à se dire « bon, ben voilà comment je vais faire, je vais remplir mon dossier de subvention, je vais avoir telle stratégie ». Elle aura du mal à le faire. Or, elle a une activité où il y a de la demande, il y a du stress. On a une coiffeuse à Chelcher qui est spécialisée dans les problèmes de perte de cheveux. Bon. Mais elle avance à petits pas. Elle se forme sa clientèle par le bouche à oreille, etc. Mais elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement sérieux des services publics. Parce qu'elle ne l'a pas sollicité. Parce qu'elle ne savait pas que ça existait. Voilà. Donc nous avons... Les dispositifs existent. Il faut faire en sorte que la puissance publique puisse les amener jusqu'aux entrepreneurs. Et puis il faut faire en sorte de communiquer davantage, à la fois sur les dispositifs et puis à la fois sur ces entrepreneurs qui utilisent ces dispositifs. Ce sont des choses simples. C'est mon slogan d'ailleurs. Les choses simples d'abord. Ce sont des choses simples, on ne les fait pas. On ne les fait pas correctement.
Et on vient parler de grands plans, d'avenir, d'autonomie. Moi, personnellement, je suis un autonomiste. Il y a un Nyambouk pendant la campagne là qui dit comment c'est un indépendantiste. Bon, oui, moi j'ai envie que nous nous saisissions de ce pays pleinement, sans rupture brutale et totale avec la France. Oui, j'ai envie qu'on se saisisse des responsabilités de notre pays. Mais ça commence par les choses simples. Ça ne commence pas par une espèce de vue théorique des choses. Ça ne commence pas par le rêve. Ça commence par les choses simples dont les gens ont besoin au quotidien. Vous situez où sur l'échiquier politique, à droite ou à gauche? Moi, je suis clairement un homme de gauche. Je dis souvent aux gens, alors les gens me disent, oui, mais on te voit, tu discutes avec Mon Plaisir, tu discutes avec Concon, etc. Parce que j'ai cru comprendre que Mme Concon était maintenant de plus en plus classée à droite. Bon. J'ai dit, mais je discute avec tout le monde. Je discute avec tous ceux dont je sens qu'ils ont envie de travailler, de faire, vraiment, concrètement. Voilà. Et bon, je suis désolé, moi je n'appartiens à aucun parti politique. Je ne suis plus ni pour Mme Concon, ni pour M. Nadeau, ni pour M. Nilo, ni pour M. Mon Plaisir. Je regarde ce qu'ils font. Et personne ne peut dire qu'aujourd'hui, Catherine Concon n'est pas au travail. Je la suis sur ses réseaux sociaux. Elle rencontre, elle consulte, elle écoute, elle apporte des réponses parfois aux professionnels de tous les secteurs, dans la santé, dans la canne, dans ci, dans ça. Elle est au travail, elle fait. Et moi, j'admire ça. C'est ce qu'il nous faut. Voilà. Il y a certainement d'autres élus qui font, concrètement. Moi, je regarde le maire de Saint-Joseph, aujourd'hui, sa ville évolue. Sa ville se dote d'équipements concrets, visibles. Nouveau poste de police municipale, nouvel aménagement du bourg. Les choses se font concrètement. C'est concret. Voilà. Et moi, ça me paraît très important. Et donc, oui, je discute avec tout le monde et je discute avec ceux qui font. Ça ne me fait pas perdre mes convictions, disons, de gauche. Moi, mes convictions, vous l'avez compris. Moi, j'ai envie que tout le monde participe. J'ai envie de justice sociale. J'ai envie que tout le monde s'en sorte. Je ne suis pas un adepte du ruissellement qui ferait que de haut, on déverse la richesse, le bonheur et des miettes, surtout, à ceux qui sont en bas. Non, j'ai envie d'une société plus égalitaire. C'est ça, les valeurs que je porte. Et je dis aux gens, regardez sur mes réseaux sociaux. Je suis sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Il suffit de regarder ce que je fais pour savoir quel est mon positionnement politique. Je suis un homme de gauche, clairement. Après, je suis un homme moderne, je suis un pragmatique. Je sais que ce ne sont pas les collectivités qui vont répondre aux besoins d'emploi des Martiniquais. Ce ne sont plus les mairies qui vont embaucher la fille de la... C'est pas possible. De temps en temps, il y a un poste qui s'ouvre, il y a un monde qui a parti la retraite. Il y a peut-être un besoin. Oui, on embauche. Mais c'est plus comme avant. On n'embauche plus la fille, le tonton, la tati de tout le monde pour faire plaisir, pour nourrir des ambitions électorales. C'est fini. La collectivité n'a pas les moyens financiers de porter ça. Ce sont donc les entreprises qui doivent porter ce dynamisme économique et ce renouvellement de l'emploi. C'est les entreprises qui doivent le faire. Et donc, je me dois d'être un élu moderne, à l'écoute de cette réalité-là, et faire en sorte que les entreprises puissent avancer pour que l'emploi puisse avancer et pour que chaque Martiniquais puisse se sentir bien. Donc oui, j'ai un regard, vous voyez que je ne parle pas que de Shell-Share. J'ai un regard ouvert sur les choses. Mais je crois qu'il nous faut ce regard et il nous faut des élus qui soient des ambassadeurs, qui soient des diplomates. Voilà. Moi, j'ai envie d'être un élu diplomate qui fait le lien entre plusieurs champs, un élu qui va négocier des choses, un élu qui va faire en sorte que les collectivités se portent mieux parce qu'elles auront gagné des financements qui existent. Hein. Il y a des tas de sources de financement, des tas, et pas seulement dans le secteur public. Il y a du mécénat qui se fait à l'échelle internationale et auquel on pourrait avoir droit sur certains sujets, sur certains projets. Il y a du mécénat français, il y a des grandes associations d'utilité publique françaises qui financent des projets, la Fondation de France, etc. On ne fait jamais appel à ces gens-là. Nous, Français ou bien nous pas Français?
Donc on peut faire appel à ces gens-là. Et voilà, j'ai envie d'être un élu qui va rechercher des solutions. Voilà, partout. Vous n'avez pas de conviction. Bien sûr, mais je vous l'ai dit. C'est quoi J'ai des votre convictions. Maintenant, mes convictions, c'est la justice sociale. C'est une société plus égalitaire, où chacun s'en sort mieux, pas où il y a des ultra-riches et des ultra-pauvres. Ça, c'est un idéal, c'est pas une conviction. Vous avez bien des projets que vous avez envie de faire aboutir, quand même. Des façons de voir que vous avez envie de faire aboutir. Non? Oui, mais je vous l'ai dit, c'est celle que vous combattez. C'est celle de faire participer. Ah d'accord. Les gens. Ça, c'est votre conviction, c'est de faire Oui. participer les gens. Oui, Mais ma vous-même, conviction. vous n'êtes pas porteur de projet. Je suis porteur d'un projet d'amélioration pour mon territoire, pour l'endroit où je vis. Oui, je sais. Oui, ok, bon. Mais oui, mais vous voulez de grands idéaux. Moi, je veux que les choses s'améliorent concrètement. C'est ça, concrètement. Donc ça passe pas par des slogans, ça passe par du travail. Voilà. Et ça, je suis prêt à le faire. Concret. Ok. Au Brésil, la démocratie participative a abouti à la mise en place d'un dictateur. Donc on peut toujours Qui est fonctionner. le dictateur? Comment? C'est qui le dictateur? Je ne me rappelle pas son nom. Ah, oui, l'ancien président. L'ancien président, oui. Enfin, je ne sais pas si c'est la démocratie participative qui a abouti à ça, ou les dérives des personnes qui mettaient en œuvre la démocratie participative. C'est pas la même chose. Hein. C'était à ce moment-là, en tout cas. Hein. Ah, mais c'est pas la même chose. En même temps que les deux, On reste que ça humain. se Hein. développait. Après, on reste humain. On peut être tenté par des dérives. C'est probablement ce qui s'est passé au Brésil, où il y a eu beaucoup de procès pour corruption, etc. C'est ça qui a permis l'arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro. Bolsonaro, voilà. Bolsonaro. Mais ce n'est pas le système de la démocratie participative qui a entraîné un Enfin, ça dictateur. l'a- en tout cas, C'est un ça l'a- raccourci un peu En tout cas, rapide. ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché. Bon. C'est la mauvaise mise en œuvre de la démocratie participative. C'est ça. Moi, je suis. Il faut que les gens, il faut que les politiciens aient des valeurs. Bon, et il faut que les citoyens aient du discernement. C'est important que les citoyens aient du discernement et ne se laissent pas aveugler par les belles paroles, par les beaux slogans, etc. Il faut juger les gens sur les faits. Voilà. Il y a des gens, on peut juger les gens sur les faits. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se fait. Est-ce que les campagnes municipales, c'est pas quelque part aller voir les gens, les écouter, être gentil avec eux, mais bref, avoir un rôle d'assistante sociale? Alors, c'est aller voir les gens, oui, mais pas pour faire forcément l'assistante sociale. C'est-à-dire qu'il faut être au courant et à l'écoute des vrais besoins des gens. Les gens ont des vrais besoins. Moi, je vais dans les quartiers, je vais à Ravintouza, où on a l'impasse des Orangers, qui est une route... de fait, c'est une route communale, c'est une voie privée, mais qui dessert une trentaine de maisons. Donc chacun a donné un petit morceau de terrain pour qu'il y ait une voie d'accès. Bon, mais aujourd'hui, cette voie, les décennies se sont écoulées, cette voie est dans un état déplorable. Il y a des maisons qui sont dans l'indivision, qui sont abandonnées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que... Attendez, vous n'avez pas des conseillers municipaux dans les Non, on quartiers? parlait de la campagne. Donc il faut aller écouter les gens. Mais oui, mais les gens étaient sur le terrain, tout le monde était sur le terrain. Oui, mais là, aujourd'hui, Oui. quand on voit le maire ou bien ses adjoints Oui. et tout ça, aller encore sur le terrain, on se dit, mais il à le quel... faut. Il le faut parce qu'il y a des... Parce C'est qu'il bien y ce a, que je vous dis. il Est-ce le qu'il faut y a parce pas qu'il des faut que nous conseillers- soyons informés. Non, les mais il faut conseils savoir... municipaux servent à ça. Mais ils sont là. Mais c'est eux qui nous font remonter la nécessité d'aller voir de plus près. Cette Donc, question-là, d'aller voir de plus près. d'aller voir de plus près, parce qu'il y a des arbitrages importants, parce que quand je vous parle de cette impasse, de cette rue des Orangers, ça veut dire que si demain on décide de l'intégrer au patrimoine municipal, ça veut dire qu'il faudra qu'on dépense des centaines de milliers d'euros pour la réaménager, la rendre sécure, faire en sorte que les gens ne soient pas isolés demain matin par une coupure de route. Voilà, donc ça a des implications importantes qui exigent qu'à tous les niveaux, que les élus s'impliquent. Donc il n'y a pas des petites choses laissées à des petits élus et puis des grandes choses laissées à des grands élus. Vous êtes toujours dans cette
verticalité, M. Laouché. Oui. Mais non. Oui, oui, Mais je non. pense que les conseillers municipaux Mais ils ont leur rôle. peuvent avoir une fonction dans bien sûr. le quartier. Ils ont une fonction d'animation, Oui, ils ont une oui, fonction ils ont une fonction de remontée d'informations. Oui. Mais il y a un moment où tout le monde doit se mettre autour de la table pour prendre les grandes décisions. Et pour prendre les grandes décisions, il faut quand même qu'on y aille, quoi. Il faut quand même qu'on soit informé. Il faut quand même qu'on comprenne le sujet. Nous qui prenons les décisions, nous qui faisons les arbitrages budgétaires. C'est ça, parce que c'est pas juste... Vous ne seriez pas plus efficace dans les couloirs des ministères plutôt que... Oui. Ah, mais oui, nous y sommes vous aussi. dites oui. Mais nous y Vous ne pouvez sommes pas aussi. faire les deux en même temps. Mais oui, nous faisons les deux. Ouais, Mais oui, nous faisons les deux. donc vous faites Et trop. pour répondre à votre question, sur le terrain, les conseillers municipaux de quartier sont présents à 80%. Et puis nous y allons à 20%. Voilà. Et le reste de notre temps à nous, à 80%, c'est la conception des politiques, c'est la mise en forme de ce qu'on a récolté du terrain, c'est la négociation avec l'État, avec la CTM, avec les autres. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. D'accord. J'ai eu l'impression que vous, c'était le contraire. 80% chez les gens, sur les réseaux sociaux. Bon, je me suis trompé. Non, mais il y a la période de campagne. Bon, vous parliez de la période de campagne. C'est une période un peu particulière où, oui, évidemment, il faut aller s'imprégner complètement. Il y a aussi le fait que j'étais conseiller municipal d'opposition, ce qui me laissait quand même un temps assez important pour aller m'imprégner des réalités des quartiers. Aujourd'hui, je suis aux responsabilités. C'est vrai que je passe plus de temps désormais dans d'autres sphères que sur le terrain. Mais on y est. Mais on y est. Je veux l'entendre. On y est. Vous pouvez dire au revoir, s'il vous plaît. L'émission est terminée. Enfin, dites ce que vous voulez. Eh bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu en tant que premier adjoint de la ville de Schellcher. Je suis premier adjoint, ça me laisse une latitude que je n'aurais pas eue si j'avais été maire de Schellcher. Donc, c'est quand même M. Chaumier qui a l'essentiel de la charge aujourd'hui. Et ça me laisse disponible pour d'autres missions, Vous pour auriez d'autres préféré être à sa place, responsabilités. quand même. Mais bien sûr que j'aurais préféré être maire de Schellcher. Mais, Bon, voilà. mais nous en parlons tous les deux. Bien sûr que oui, mais il faut respecter le verdict des urnes. Moi, je suis très respectueux des choses. Voilà, les Schellcherois, je suis allé aux élections en 2020, j'ai fait 750 voix. Je suis allé aux élections en 2026, j'ai fait 300 voix de moins que lui. Il y a quand même un message qui est que les Schellcherois lui ont donné une forme de priorité sur moi, une forme d'ancienneté aussi peut-être. Voilà, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon rôle à jouer, mais j'assume le rôle que j'ai aujourd'hui et je suis à la disposition de Schellcher et de tout notre territoire pour aller plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martin Télévision, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant plus d'une heure avec M. Franck Sainte-Rose-Rosemont, qui est premier adjoint à la mairie de Schellcher, une commune de 20 000 habitants, pour bien les ça. gens qui ne sont pas en Martinique. Au revoir et merci. Merci.